15 octobre 1823. Le Royal Opera House resplendissait de lumière dans la soirée sombre de Londres, sa grande façade tel un phare attirant le gratin de la ville dans son étreinte dorée. Clara Pemberton se tenait de l'autre côté de la rue, son manteau bleu usé serré contre le froid d'automne, observant le défilé de soie et de bijoux qui montaient les marches de marbre. Elle n'avait pas sa place parmi eux, ces créatures scintillantes qui se déplaçaient dans le monde avec une certitude si insouciante. À 28 ans, elle avait depuis longtemps accepté sa place dans l'ombre, invisible pour ceux qui mesuraient la valeur à l'aune de la fortune et de la jeunesse. Mais l'opéra? Oh, l'opéra était différent. Depuis 3 ans maintenant, elle avait économisé et s'était sacrifiée, abandonnant chaque shilling de reste pour acheter sa place dans la galerie la plus haute, là où l'air se raréfiait et où la vue exigeait les vieilles jumelles d'opéra en laiton de son père. Ce soir marquait l'ouverture de la nouvelle saison, et son cœur s'accélérait d'une anticipation qu'elle ne s'autorisait nulle part ailleurs dans sa vie soigneusement délimitée. Elle traversa la rue, alors que le flot des grandes arrivées se tarissait, se glissant par une entrée latérale où les habitués de la galerie étaient dirigés, montant les étroits escaliers de service qui serpentaient sans fin jusqu'à ce que ses jambes lui fassent mal et que son souffle devienne court. La galerie se remplissait déjà de commis et de boutiquiers, de gouvernantes et d'étudiants, tous ceux qui aimaient la musique mais ne pouvaient s'offrir le privilège du confort. Clara trouva sa place habituelle au 3e rang sur le côté gauche, une position qu'elle avait acquise par une présence assidue, et s'installa sur le banc de bois dur. De là, si elle se penchait juste un peu en avant, elle pouvait voir la scène et, plus importante encore, les loges qui bordaient le théâtre dans leur splendeur étagée. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle levait les jumelles d'opéra, ajustant la mise au point, balayant les loges jusqu'à trouver celle qu'elle cherchait. Côté cour, 2e balcon. La loge privée du duc de Thornhill était encore vide, ses rideaux de velours pourpre tirés, les chaises dorées en attente. Son souffle se coupa comme toujours, ce moment d'incertitude avant de savoir s'il serait présent. Depuis 3 ans, elle observait Alexander Sinclair avec une dévotion qui lui faisait honte. Étudiant sa silhouette solitaire, apprenant les changements subtils de son expression, la manière dont il écoutait la musique avec une intensité qui suggérait que lui aussi trouvait refuge dans ces moments de beauté transcendante. Elle savait qu'il avait été à l'étranger pendant 2 ans, engagé dans un service diplomatique qu'elle ne comprenait que vaguement, et son absence avait rendu sa veille à la galerie creuse et sans but. Mais la nouvelle était parvenue même à ces modestes cercles que le duc était de retour à Londres, et ce soir elle saurait s'il cherchait toujours le réconfort de l'opéra. Le théâtre bourdonnait de conversation et d'anticipation, l'orchestre accordant ses instruments dans une préparation discordante. Puis, un mouvement dans sa loge. Le cœur de Clara se serra alors que sa haute silhouette entra. Seule comme toujours, ses sombres vêtements de soirée impeccables, son expression distante et composée. Il était de retour. Alexander Sinclair resta un instant à contempler le théâtre, et Clara abaissa rapidement ses jumelles, bêtement, comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre sentir son observation d'une telle distance. Quand elle les releva, il avait pris son siège, et la douleur familière s'épanouit dans sa poitrine, ce mélange aigre-doux de désir et de résignation. Il ne saurait jamais qu'elle existait. Elle n'était rien, personne, une femme sans espoir observant un homme hors de portée. Mais pour ces quelques heures, dans l'obscurité, avec la clémence de Titus de Mozart sur le point de les transporter tous les deux, elle pouvait prétendre que la distance entre la galerie et sa loge n'était pas insurmontable, que d'une manière ou d'une autre, sa dévotion silencieuse pourrait combler le vaste gouffre entre leurs mondes. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci.
Le premier acte se déroula avec la complexité sublime de Mozart, et Clara se laissa emporter par la musique, ne levant qu'occasionnellement les jumelles d'opéra pour observer le profil d'Alexander, alors que lui aussi s'abandonnait à la représentation. Elle connaissait si bien ses habitudes maintenant, le léger penchant en avant lorsqu'un aria particulier le touchait, la façon dont ses doigts se posaient sur le rebord du balcon pendant les moments d'intensité musicale, l'immobilité absolue de sa posture qui parlait d'une absorption complète. Elle avait mémorisé ces détails au cours d'innombrables soirées, construisant un portrait de lui à partir de regards volés, et la connaissance de cette intimité secrète la remplissait à parts égales de réconfort et de chagrin. Quand l'entracte arriva et que le théâtre éclata en conversation, Clara abaissa ses jumelles et s'adossa, laissant la foule de la galerie s'écouler devant elle vers le couloir où des rafraîchissements étaient vendus à des prix qu'elle ne pouvait justifier. Elle resta à sa place comme elle le faisait toujours, économisant à la fois son argent et son énergie, se contentant de se reposer et de se préparer pour le deuxième acte. Elle relevait à nouveau les jumelles, incapable de résister à un dernier coup d'œil sur sa loge, quand une main toucha son épaule. Clara sursauta et se tourna pour trouver Emily Fairfax debout à côté d'elle, vêtue d'une robe modeste mais bien faite d'un vert profond, son expression brillante de curiosité. Emily et son mari occupaient une loge de l'autre côté du théâtre, un privilège de l'abonnement de longue date de sa famille, et Clara ne s'était pas attendue à ce que son amie s'aventure dans les hauteurs peu à la mode de la galerie. Emily fit un geste vers le couloir et Clara se leva à contre-cœur, suivant son amie dans le passage exigu, où les habitués de la galerie se pressaient les uns contre les autres dans la chaleur de trop de corps dans un espace trop petit. Emily se pencha près d'elle, sa voix basse sous le brouhaha environnant. « Je t'ai vu, » dit-elle, ses yeux pétillants d'un mélange d'amusement et d'inquiétude. « Je t'ai l'observer toute la soirée. » Clara sentit la chaleur monter à ses joues, la mortification l'inondant. Elle ouvrit la bouche pour nier, pour détourner la conversation, mais Emily secoua simplement la tête. « Depuis combien de temps, Clara? Depuis combien de temps observes-tu le duc de Thornhill avec une attention si dévouée? » La vérité sortit dans un murmure. 3 ans. L'expression d'Emily s'adoucit en sympathie. « Oh, ma chère amie, sait-il seulement que tu existes? » Clara secoua la tête, incapable de croiser le regard d'Emily, la honte et le désir enchevêtrés dans sa poitrine. « Bien sûr que non. Comment le pourrait-il? Je ne suis rien, personne. Je trouve simplement du réconfort à observer quelqu'un qui aime la musique comme moi. C'est stupide, je sais. » De l'autre côté du théâtre, dans sa loge, Alexander Sinclair se tenait debout pendant l'entracte, mais inhabituellement, il ne se retira pas dans le salon privé derrière le rideau comme il en avait l'habitude. Au lieu de cela, il resta au balcon, et pour des raisons qu'il ne pouvait pas entièrement articuler, son regard dériva vers les hauteurs lointaines de la galerie. Il avait été vaguement conscient d'une présence récurrente là-haut pendant les saisons précédant son départ à l'étranger. Une silhouette qui apparaissait avec une constance remarquable, mais il y avait prêté peu d'attention, absorbé dans son propre isolement. Ce soir, cependant, quelque chose titillait sa conscience, un sentiment d'être observé qui lui picotait les épaules. Il balaya les rangées bondées de la galerie, cherchant il ne savait quoi, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur une tache de bleu parmi les manteaux et châles plus sombres. Un manteau de femme, usé mais distinctif, et même d'une telle distance, il perçut une qualité d'immobilité chez celle qui le portait, qui lui parut familière. La sensation était étrange, troublante, cette conscience de l'attention d'une autre personne portée sur lui. 22 octobre 1823. Clara se tenait à l'extérieur du Royal Opera House dans un froid glacial, son mince manteau inadéquat contre le vent qui coupait les rues de Londres avec une précision impitoyable. Elle serrait les quelques pièces dans sa main gantée,
les recomptant bien qu'elle en connaisse déjà la somme, sachant qu'il lui manquait exactement 2 pences pour le prix d'entrée de la galerie. Elle avait assisté à 4 représentations depuis la soirée d'ouverture, se disant à chaque fois que c'était la dernière extravagance qu'elle pouvait se permettre et se retrouvant chaque fois ramenée par une compulsion qui l'effrayait par son intensité. L'opéra de ce soir était Don Giovanni, l'un de ses favoris, et la pensée de le manquer créait une douleur sous ses côtes qui semblait disproportionnée par rapport au bon sens ou à la raison. Derrière elle, un jeune commis sortit de l'entrée de la galerie, et Clara se surprit à parler avant que la fierté ne puisse la faire taire, demandant d'une voix qui tremblait d'humiliation s'il pouvait lui donner quelques pièces pour l'entrée. Le jeune homme la regarda avec pitié, et quelque chose de désagréablement proche du mépris, avant de secouer la tête et de passer en hâte, laissant Clara seule avec sa honte brûlante contrastant avec le froid. Elle devrait rentrer chez elle. Elle devrait accepter cela comme le signe que c'était, l'insistance douce de l'univers pour qu'elle abandonne ce rituel insensé. Mais un autre spectateur émergea, et cette fois, la demande murmurée de Clara rencontra le succès. Une femme plus âgée, lui pressant 3 pences dans la main avec un sourire entendu, qui suggérait qu'elle aussi comprenait ce que signifiait aimer la musique au-delà des limites de la sagesse pratique. À l'intérieur, Clara monta les escaliers sans fin avec gratitude et culpabilité enchevêtrées, prenant sa place habituelle juste au moment où les lumières du théâtre s'éteignent. Elle leva les jumelles d'opéra de son père, avec des mains qui tremblaient de bien plus que le froid, balayant les loges jusqu'à ce qu'elle le trouve. Alexander Sinclair était assis à sa place habituelle, mais ce soir, il n'était pas seul. Un gentleman occupait la chaise à côté de lui, aux cheveux blonds et animés, se penchant près de lui pour parler pendant l'ouverture d'une manière qui suggérait une longue amitié et une intimité facile. Clara regarda Alexander répondre à quelque chose que son compagnon disait, un léger sourire traversant ses traits, l'expression si rare et si transformatrice que son souffle se coupa. Puis, sans équivoque, délibérément, Alexander tourna son regard vers le haut en direction de la galerie. Le cœur de Clara se serra. Elle abaissa rapidement les jumelles, mais pas avant d'avoir vu ses yeux parcourir les rangées supérieures avec une intention claire, cherchante. Lord Philip Ashford suivit le regard de son ami avec une curiosité non dissimulée, puis se retourna vers Alexander avec les sourcils haussés, et des mots que Clara ne pouvait pas entendre mais pouvait facilement imaginer. Une plaisanterie, une observation taquine sur la distraction inhabituelle d'Alexander. Elle regarda Alexander répondre brièvement, son attention toujours fixée sur la galerie, et Philippe rit, s'installant dans son siège avec l'air satisfait d'un homme qui venait de découvrir quelque chose d'intéressant. La représentation commença, mais Clara se trouva incapable de se concentrer sur la scène, parfaitement consciente qu'elle n'était plus la seule observatrice dans leur échange silencieux. Alexander la cherchait, et cette connaissance la remplit de terreur et d'exaltation à parts égales. Le froid qui l'avait glacé à l'extérieur, maintenant oublié dans la chaleur de cette nouvelle et étrange conscience que peut-être, incroyablement, son observation n'était pas passée entièrement inaperçue après tout. 29 octobre 1823, après-midi. Clara était assise dans le petit salon de la maison qu'elle partageait avec sa mère, une pièce dont la distinction surannée avait autrefois semblé simplement confortable, mais qui ressemblait maintenant à un reproche, la preuve de leur lent déclin de la modeste prospérité que son père avait assuré vers quelque chose de plus précaire. Le papier peint, autrefois à la mode, s'était estompé pour devenir un pâle fantôme de son motif d'antan, et les meubles, bien qu'entretenus, portaient les marques d'un long usage et d'une économie soignée. Margaret Pemberton était assise en face de sa fille, travaillant à sa broderie avec la patience constante qui caractérisait toutes ses actions. Mais Clara pouvait sentir l'inquiétude de sa mère rayonner à travers l'espace qui les séparait comme la chaleur du maigre feu qu'elle pouvait tout juste justifier d'allumer en cet après-midi froid.
Le livre de comptes du ménage était ouvert sur la petite table à côté de Clara, ses colonnes de chiffres racontant une histoire qu'elle évitait depuis des semaines. Et maintenant la douce voix de sa mère rompit le silence avec les mots que Clara redoutait. « Nous ne pouvons pas continuer comme nous l'avons fait, ma chère. Tu le sais aussi bien que moi. » La gorge de Clara se serra, mais elle hocha la tête, incapable de nier ce que les chiffres rendaient si douloureusement clair. Leur petit héritage, déjà diminué par la dernière maladie de son père 5 ans plus tôt, avait fondu jusqu'à presque rien, et le modeste revenu des quelques investissements restants couvrait à peine leur loyer et leurs besoins essentiels. Margaret posa sa broderie et regarda sa fille avec des yeux qui contenaient à la fois de l'amour et de l'inquiétude. Lady Westbrook vous a de nouveau invité à ces réunions du jeudi. Je sais que vous les trouvez désagréables, mais elle a de bonnes relations, et peut-être que par son intermédiaire, vous pourriez rencontrer quelqu'un, nouer une relation avantageuse. Les mots non dits flottaient dans l'air entre elles. La suggestion qu'à 28 ans, les perspectives de mariage de Clara étaient minces, mais pas entièrement éteintes. Que peut-être un veuf ou un gentleman plus âgé pourrait ignorer son manque de fortune et sa jeunesse fanée. Clara sentit quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine, un mélange de honte et de rébellion. Elle pensa aux billets d'opéra qu'elle avait achetés au cours des 2 dernières semaines, de l'argent qui aurait dû aller au charbon d'hiver ou aux médicaments de sa mère, des fonds qu'elle avait discrètement détournés pour nourrir une obsession qu'elle ne pouvait ni défendre ni expliquer. Comment pouvait-elle dire à sa mère qu'elle avait dépensé leurs ressources qui s'amenuisaient pour s'asseoir dans une galerie et observer un homme qui ne savait pas qu'elle existait, que ses heures volées lui semblaient plus vitales que la nourriture ou la chaleur? Margaret se leva et traversa la pièce vers sa fille, posant une main douce sur l'épaule de Clara. « Ton père voudrait que tu aies un peu de joie dans la vie, pas simplement la survie. Mais nous devons être pratiques maintenant. L'héritage est presque épuisé. » Clara leva les yeux vers sa mère et ne vit aucune accusation, mais seulement une inquiétude lasse, et le poids de son propre égoïsme s'abattit sur elle avec une force suffocante. Elle pensa à Alexander Sinclair dans sa loge, à la façon dont son visage se transformait pendant la musique, à la nouvelle et étrange conscience qui était passée entre eux lors de la dernière représentation, et elle sentit le rêve lui glisser entre les doigts comme de l'eau. « J'assisterai à la réunion de Lady Westbrook, » dit-elle doucement, et vit le soulagement adoucir l'expression de sa mère, alors même que quelque chose se brisa dans la poitrine de Clara. 5 novembre 1823, soir. Clara monta les escaliers de la galerie, le cœur lourd, sachant en comptant chaque marche usée que ce serait sa dernière ascension dans un avenir prévisible, peut-être pour toujours. La décision avait été prise au petit déjeuner ce matin-là, le visage inquiet de sa mère de l'autre côté de la table servant à la fois d'accusation et d'absolution, et Clara avait accepté avec une finalité tranquille qu'elle ne pouvait plus justifier la dépense des billets d'opéra, alors que le charbon d'hiver et les médicaments de sa mère exigeaient les quelques pièces qu'elle pouvait épargner. La représentation de ce soir des Noces de Figaro ressemblait moins à un divertissement qu'à un adieu, la clôture d'un chapitre qu'elle n'avait jamais eu le courage d'ouvrir vraiment, mais dans lequel elle avait néanmoins vécu pendant 3 ans d'observation silencieuse. Elle prit sa place habituelle au 3e rang, côté gauche, et leva les jumelles d'opéra de son père avec des mains tremblantes, se disant qu'elle mémoriserait chaque détail du visage d'Alexander Sinclair, qu'elle conserverait ce dernier aperçu pour la soutenir à travers les années grises qui s'annonçaient. Mais ce soir, quelque chose était différent. Alexander était assis dans sa loge avec une tension qu'elle n'avait jamais vue auparavant, sa posture rigide plutôt que détendue, et même de cette distance, Clara pouvait voir qu'il ne regardait pas du tout la scène, mais balayait méthodiquement la galerie avec une intensité qui lui coupa le souffle. Elle abaissa rapidement les jumelles, une panique soudaine inondant ses veines, la peur irrationnelle qu'il puisse d'une manière ou d'une autre la voir, l'identifier,
la trouvait imparfaite. Autour d'elle, les habitués de la galerie s'installaient sur leurs sièges, inconscients du drame qui se déroulait en silence à travers le vaste espace de l'opéra. Mais Clara se sentit exposée d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, comme si l'intimité de son observation avait été arrachée, ne laissant que la vulnérabilité. L'ouverture commença, et l'attention d'Alexander restait toujours fixée sur les rangées supérieures, son regard balayant méthodiquement de section en section, et Clara réalisa avec un sursaut de pure terreur mêlée d'exaltation qu'il cherchait, délibérément et résolument, et elle sut avec une certitude inexplicable qu'il la cherchait, elle. Cette connaissance aurait dû la remplir de joie, mais au lieu de cela, elle ne ressentit que le poids écrasant de la réalité, la conscience de la distance impossible entre un duc et une vieille fille au manteau usé et à la bourse vide, la folie de ces 3 années d'observation se cristallisant en honte. Elle devrait partir maintenant, s'éclipser avant que sa recherche n'aboutisse, préserver au moins la dignité de son anonymat. Mais elle ne pouvait pas bouger, retenue sur son siège par une force plus puissante que la raison, et puis cela arriva. Ses yeux la trouvèrent. À travers l'étendue de l'opéra, à travers l'éclairage tamisé et la distance, le regard d'Alexander Sinclair se riva au sien avec un impact qu'elle ressentit physiquement. Une connexion qui sembla suspendre l'air dans ses poumons. Pendant un long moment, ils restèrent tous suspendus dans cette reconnaissance mutuelle, puis Alexander se leva de son siège avec une décision soudaine, ses mouvements attirant des regards surpris des loges voisines, et Clara regarda, incrédule, alors qu'il se tournait vers la sortie de sa loge, se dirigeant sans équivoque dans la direction qui le mènerait vers le haut, vers la galerie, vers elle. Elle se leva brusquement, ses jumelles d'opéra cliquetant contre le siège, et sans penser ni plan, elle s'enfuit, son manteau bleu flottant derrière elle, alors qu'elle se frayait un chemin parmi les spectateurs protestataires vers le couloir, fuyant une possibilité trop terrifiante pour y faire face et trop précieuse pour la perdre. 6 novembre 1823 matin. Alexander Sinclair se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant le pâle soleil de novembre lutter à travers la fumée de charbon de Londres, et il se sentait plus éveillé, plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années, la nuit blanche qu'il venait de passer le laissant plein d'énergie plutôt qu'épuisé, d'une manière qui aurait semblé impossible à expliquer à quiconque n'aurait pas vu ce qu'il avait vu la veille au soir à l'opéra. Philip Ashford était assis dans le fauteuil en cuir derrière lui, observant son ami avec une expression partagée entre l'amusement et l'inquiétude, ayant été convoqué à une heure déraisonnablement matinale pour discuter de ce que Philippe croyait clairement être la preuve d'une folie passagère. « Vous voulez acheter toutes les loges d'opéra pour le reste de la saison », dit lentement Philippe, comme pour tester le sens des mots. « Chaque loge, pour une saison entière. Le coût seul serait… » Il s'arrêta, calculant, « astronomique même pour vous. » Alexandre se détourna de la fenêtre, et Philippe vit sur le visage de son ami une détermination qu'il reconnaissait de leurs années passées ensemble au service diplomatique, la même intensité concentrée qu'Alexander avait apportée à des négociations incroyablement complexes, mais maintenant dirigées vers un but que Philippe ne pouvait encore sonder. Elle n'aura nulle part où s'asseoir d'autre que la galerie, expliqua Alexander avec une patience qui suggérait qu'il avait déjà réfléchi à toutes les objections logiques pendant sa nuit blanche. Si je possède toutes les loges, elle ne pourra pas se cacher parmi d'autres spectateurs aux meilleures places. Elle doit rester visible pour moi, et finalement, elle comprendra que je la cherche spécifiquement, elle. Philippe se pencha en avant, son amusement s'estompant pour laisser place à une véritable curiosité. Vous ne connaissez même pas son nom. Vous ne lui avez jamais parlé. Vous avez entreaperçu son visage pendant peut-être 30 secondes avant qu'elle ne s'enfuit. Alexander, c'est de la folie. Et si elle est mariée, si elle est totalement inappropriée, si votre imagination a créé quelque chose qui n'existe pas? Alexander se dirigea vers son bureau,
où des documents juridiques étaient déjà préparés, son avocate ayant travaillé toute la nuit à sa demande urgente. Et il savait que les questions de Philippe étaient raisonnables, que tout homme rationnel reculerait devant ce précipice. Mais il ne pouvait expliquer la certitude absolue qu'il avait saisie lorsque leurs regards s'étaient croisés à travers l'immensité de l'opéra. En 2 ans de service diplomatique, il avait appris à lire les visages, à comprendre les histoires que les gens portaient dans leurs expressions et leurs gestes. Et en cet unique moment suspendu, il avait vu sur son visage quelque chose qui résonnait avec sa propre solitude soigneusement cachée. Une reconnaissance fraternelle qui transcendait la logique ou la raison. « Elle m'observe depuis des mois, peut-être plus longtemps, » dit-il doucement. Je l'ai senti sans comprendre ce que je ressentais. Et la nuit dernière, quand je l'ai vraiment regardé, quand nos yeux se sont rencontrés, il y avait quelque chose là, Philippe. Quelque chose que je ne peux nommer, mais que je ne peux pas non plus ignorer. Le coup est sans importance, le scandale est sans importance, même la possibilité d'une déception est sans importance comparée à la certitude que si je ne la trouve pas, si je la laisse disparaître à nouveau dans la foule de Londres, je le regretterai pour le reste de ma vie. Philippe étudia son ami pendant un long moment, puis soupira et tendit la main vers les papiers sur le bureau. Alors nous ferions mieux de nous assurer que les contrats sont correctement rédigés. Quand la société apprendra cela, et elle l'apprendra, les commérages seront impitoyables. 12 novembre 1823. Une semaine plus tard, et Clara était assise dans le salon de Lady Catherine Westbrook, sentant comme si chaque nerf de son corps avait été écorché vif. L'inconfort de sa position à la fois littérale et métaphorique, alors qu'elle était perchée sur le bord d'une chaise en soie bien trop belle pour sa robe de jour usée en mousseline marron délavée, qui semblait afficher sa pauvreté aux dames assemblées, qui la regardaient avec des expressions allant de la pitié au mépris. Elle n'avait pas voulu venir, avait tenté de refuser l'insistance douce de sa mère, selon laquelle décliner une fois de plus l'invitation de Lady Westbrook constituerait une impolitesse impardonnable. Mais maintenant, elle comprenait que cette réunion avait été conçue spécifiquement comme une forme de torture raffinée, un rappel de sa place exacte dans la hiérarchie soignée de la société. Le salon lui-même était un chef-d'œuvre de goût coûteux, tout en papier peint de soie crème et meubles dorés, des roses fraîches de serre parfumant un air qui semblait épais de jugement, et Clara gardait les mains fermement jointes sur ses genoux pour s'empêcher de s'agiter sous le poids de tant de regards évaluateurs. Lady Westbrook présidait la réunion depuis une chaise positionnée pour capter la meilleure lumière, ses cheveux argentés arrangés en boucles élaborées, sa robe de soie bordeaux foncé faisant paraître Clara encore plus minable par comparaison, et il y avait quelque chose de prédateur dans son sourire, alors qu'elle tournait son attention vers la dernière victime de sa cruauté sociale soigneusement orchestrée. « Ma chère mademoiselle Pemberton, » dit Lady Westbrook d'une voix qui portait clairement dans la pièce, « vous avez été bien absente de la société ces derniers temps. Nous commencions à nous demander si vous nous aviez entièrement oubliés, bien que je suppose que vos divertissements se trouvent ailleurs de nos jours. » Le commentaire flotta dans l'air, chargé de sous-entendus, et Clara sentit la chaleur monter à ses joues, alors même qu'elle luttait pour comprendre ce que Lady Westbrook pouvait vouloir dire, ce qu'elle pouvait savoir. Autour de la pièce, les autres femmes se penchèrent en avant, avec l'intérêt avide de spectateurs lors d'une performance particulièrement dramatique, et Clara reconnut plusieurs visages de diverses réceptions mondaines auxquelles elle avait été obligée d'assister au fil des ans, des femmes qui n'avaient jamais reconnu son existence jusqu'à ce moment où elle flairait un scandale potentiel. « Avez-vous entendu, » dit Madame Harrington avec une fausse nonchalance, « parler du comportement extraordinaire du duc de Thornhill, sûrement la chose la plus bizarre de cette saison, peut-être de cette décennie. » Le souffle de Clara s'arrêta dans sa poitrine. « Il a acheté toutes les loges d'opéra, » annonça Lady Westbrook avec un étonnement théâtral. Chaque loge pour le reste de la saison,
La dépense doit être astronomique, bien que je suppose que pour un homme de sa richesse, de telles choses ne sont que des broutilles. Mais la raison, c'est ce qui fait parler tout Londres. Les femmes éclatèrent en bavardages excités, théories et spéculations volant à travers la pièce, et Clara resta figée en entendant le nom d'Alexander discuté avec un mélange de fascination et de désapprobation, en entendant ses actions analysées et disséquées par des femmes qui ne comprenaient rien à ce dont elles étaient témoins. « On dit qu'il cherche quelqu'un », confia Mme Harrington avec une horreur délicieuse. « Une femme mystérieuse qu'il a aperçue dans la galerie. Pouvez-vous imaginer, la galerie de tous les endroits, quelle sorte de femme fréquente les places les moins chères ?» Clara sentit les mots comme des coupes physiques, alors même que son esprit s'emballait d'un espoir impossible, et de l'autre côté de la pièce, elle croisa le regard d'Emily Fairfax, l'expression de son amie confirmant ce que Clara n'avait pas osé croire, que l'action audacieuse d'Alexander avait été pour elle, seulement pour elle, et cette connaissance la remplit de terreur et d'émerveillement à parts égales. 13 novembre 1823, l'après-midi suivant, et Clara était assise dans le confortable salon d'Emily Fairfax. Entourée de preuves de la sécurité qu'elle-même ne posséderait jamais, le papier peint crème frais et sans tache, les meubles solides et bien entretenus, le service à thé complet sans une seule tasse ébréchée. Et elle ressentait le contraste entre leur situation comme une douleur physique, même si elle restait reconnaissante de la loyauté indéfectible de son amie, pendant des années où la plupart de la société avait oublié l'existence même de Clara. Emily servit le thé avec des mains qui tremblaient légèrement d'excitation, son joli visage illuminé de spéculations romantiques, et Clara savait que son amie avait déjà construit tout un conte de fées à partir des fragments de Ragoz entendus à la réunion de Lady Westbrook, une histoire dans laquelle les actions extraordinaires du duc ne pouvaient avoir qu'une seule explication possible. « Tu dois tout me dire » insista Emily en pressant une tasse dans les mains froides de Clara. « Depuis combien de temps tu vas à l'opéra? Pourquoi tu n'as jamais mentionné cette passion? Et surtout si tu crois que l'achat du duc pourrait être lié à ta présence dans la galerie. » Clara sentit la chaleur monter à ses joues, alors même qu'elle luttait pour trouver des mots adéquats pour expliquer ce qu'elle comprenait à peine elle-même. Les 3 années d'observation secrète, le réconfort qu'elle avait trouvé en observant un homme qu'elle ne pourrait jamais approcher, la façon dont sa présence solitaire dans sa loge avait reflété son propre isolement dans la galerie. « Je l'ai remarqué la première fois que j'y suis allée, » admit-elle doucement, sa voix à peine audible au-dessus du crépitement du feu. Il était toujours seul, toujours entièrement concentré sur la musique plutôt que d'être vu, et il y avait quelque chose sur son visage, une solitude que j'ai reconnue parce que je la porte moi-même. Emily se pencha en avant, avec une expression de tendre compréhension, et Clara sentit le soulagement de partager enfin le fardeau de son attachement impossible avec quelqu'un qui ne jugerait ni ne se moquerait. « Alors tu l'as observé ?» dit doucement Emily. « Pendant 3 ans, tu l'as observé. Et maintenant, il a acheté toutes les loges d'opéra de Londres. Et tu crois que ce n'est qu'une simple coïncidence. » Clara secoua la tête. Impuissante, car une fois prononcé à voix haute, le lien semblait à la fois indéniable et totalement absurde. Pourquoi un duc, un homme d'une immense richesse et d'une grande position, remarquerait-il une vieille fille dans la galerie? Pourquoi irait-il jusqu'à de telles extrémités pour quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré? Mais le cœur romantique d'Emily avait déjà accepté ce que celui craintif de Clara ne pouvait tout à fait croire, et elle tendit la main pour saisir celle de Clara, avec une détermination farouche. « Tu dois assister à la prochaine représentation, » insista-t-elle. « Tu dois retourner à ta place habituelle et découvrir si son attention est vraiment fixée sur toi. Et si c'est le cas, Clara, si c'est le cas, alors tu dois te permettre d'espérer. » Clara pensa à ses ressources qui s'amenuisaient, à l'argent qu'elle avait déjà dépensé en billets, alors qu'elle aurait dû économiser chaque sou,
à l'impossibilité de soutenir une telle dépense, mais Emily anticipa son objection et lui pressa une petite bourse dans les mains. « Considère cela comme un prêt, ou mieux encore un cadeau, parce que ton père aimait l'opéra et aurait voulu que tu aies cette joie, et parce que je ne peux supporter de te voir te refuser la possibilité du bonheur par peur. » Clara sentit des larmes lui piquer les yeux devant la générosité de son ami, alors même que la terreur s'emparait de son cœur, car assister à la prochaine représentation signifiait s'exposer à une humiliation potentielle, signifiait découvrir si les actions du duc étaient vraiment liées à elle, ou si elle avait construit un fantasme à partir de coïncidences et d'un désir désespéré. 19 novembre 1823, soir, et Clara se tenait à l'entrée du Royal Opera House, ayant l'impression de marcher vers sa propre exécution, le poids de la possibilité et de l'effroi si écrasant que ses jambes tremblaient sous sa modeste robe alors qu'elle serrait le châle emprunté à Emily autour de ses épaules et se frayait un chemin à travers les passages familiers menant aux escaliers de la galerie. L'opéra vibrait d'une énergie qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une étrange électricité qui semblait crépiter dans l'air alors que les spectateurs chuchotaient dévisageaient et tendaient le cou vers les loges, et Clara réalisa avec une horreur croissante que le spectacle public de l'achat extraordinaire d'Alexander avait attiré des curieux venus non pas pour la musique, mais pour assister au drame qui pourrait se dérouler. Elle monta les étroits escaliers jusqu'à la galerie, avec un cœur qui battait si violemment qu'elle craignit qu'il n'éclate de sa poitrine. Et quand elle atteignit sa section habituelle, elle la trouva bien plus bondée que d'habitude, les gens pressés les uns contre les autres dans une attente avide, leurs visages illuminés de la même expression qu'elle avait vue sur les invités de Lady Westbrook, la fin de scandale et de divertissement aux dépens d'autrui. Clara se dirigea vers son siège habituel, troisième rangée depuis le devant sur le côté gauche, l'emplacement qu'elle avait occupé pendant 3 ans, et en s'installant sur le banc de bois dur, elle serra plus fort son manteau bleu usé autour d'elle, comme s'il pouvait la protéger de l'attention qu'elle sentait se concentrer sur elle. Les lumières de l'opéra s'éteignirent légèrement en préparation de la représentation, et Clara s'autorisa enfin à regarder à travers le vaste espace vers les loges. Ces élégants sanctuaires privés qui bordaient les murs en gradins de pourpre et d'or, et son souffle se coupa douloureusement dans sa gorge, car elles étaient vides, toutes vides à l'exception de la loge du deuxième balcon côté cour, où Alexander St. Clair, duc de Thornhill, était assis dans une splendeur solitaire comme un roi inspectant son royaume. Même de cette distance, elle pouvait voir qu'il ne regardait pas la scène, mais balayait la galerie avec une intensité concentrée, sa posture alerte et déterminée, et la réalisation qu'il cherchait, activement, envoya un éclair de pure terreur à travers son corps. Leurs regards se croisèrent à travers la distance impossible, et Clara sentit la connexion comme une force physique, sentit comment tout son corps s'immobilisa lorsqu'il la localisa. La façon dont son regard se fixa sur elle avec une intensité qui la fit se sentir à la fois exposée et vue d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. L'orchestre commença l'ouverture de Così fan tutte, la musique familière l'envahissant, mais Clara ne pouvait se concentrer sur la représentation, car Alexander s'était levé de son siège, son mouvement provoquant une vague d'excitation dans la galerie autour d'elle. Et elle regarda, fascinée et figée, alors qu'il sortait de sa loge d'un pas déterminé, se dirigeant clairement dans sa direction. La panique lui serra la gorge car elle n'était pas prête pour cette confrontation, pas prête à voir son fantasme impossible testé contre la réalité, et avant que la pensée consciente ne puisse intervenir, son corps prit la décision pour elle. Se levant de son siège et se dirigeant vers la sortie, alors même que des murmures éclataient autour d'elle, que des mains pointaient et que des voix spéculaient sur le drame en cours qui n'avait rien à voir avec l'opéra et tout à voir avec un duc et une femme au manteau bleu. Clara s'enfuit dans l'étroit couloir qui courait derrière les sièges de la galerie, son souffle sortant en halètements saccadés qui n'avaient rien à voir avec l'effort physique,
et tout à voir avec la terreur qui lui serrait la poitrine, la musique de l'opéra la suivant comme un fantôme tandis que ses bottes usées trébuchaient sur le sol inégal et que ses mains serraient les jumelles si fort que les bords en laiton lui mordaient les paumes. Le couloir était faiblement éclairé par des lampes à gaz qui projetaient des ombres vacillantes sur les murs, créant une atmosphère d'irréalité qui correspondait à l'impossibilité de ce qui se passait. Un duc poursuivant une personne insignifiante à travers les passages miteux de l'opéra, pendant que la société regardait, chuchotait et attendait de voir quel drame se déroulerait. Elle entendit des pas derrière elle, mesurés et déterminés, et son cœur martela si violemment qu'elle craignit de s'évanouir sous sa force. Mais elle continua d'avancer, car s'arrêter signifiait affronter un moment qu'elle n'était pas prête à affronter, signifiait permettre à son fantasme impossible d'entrer en collision avec la réalité et de se briser en morceaux qui la laisseraient plus seule qu'elle ne l'avait jamais été. Les pas se rapprochèrent, puis une voix, profonde et cultivée, portant une autorité qui la figea sur place malgré son besoin désespéré de s'échapper, parla derrière elle avec une intensité tranquille. « S'il vous plaît, arrêtez. Je souhaite seulement vous parler. » Clara resta là, tremblante, le dos tourné vers lui, incapable de se retourner, incapable de fuir, prise entre la panique et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir si elle avait osé le nommer, et elle l'entendit se rapprocher jusqu'à ce qu'elle puisse sentir sa présence juste derrière elle, assez près pour qu'elle puisse sentir le subtil parfum de bois de santal et quelque chose d'autre, quelque chose de propre et de masculin qui lui donnait le vertige. Elle se força à se retourner et à lui faire face, et la réalité de sa proximité lui vola ce qui lui restait de souffle, car il était encore plus captivant de près, grand et large d'épaules, avec des cheveux sombres qui tombaient sur son front et des yeux d'une intensité bleue si surprenante qu'elle se sentit épinglée sous leur regard comme un papillon sous verre. Son visage ne montrait aucune déception ni confusion, seulement une curiosité concentrée et autre chose qu'elle ne pouvait identifier, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, et quand il parla de nouveau, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait imaginé pendant toutes ces années d'observation lointaine. « Je vous ai cherché, » dit-il simplement, et les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux comme une confession. Clara sentit ses mains trembler si fort que les jumelles d'opéra cliquetèrent, et elle les serra contre sa poitrine comme un bouclier en luttant pour trouver des mots adéquats pour répondre à une déclaration qui n'avait aucun sens, qui défiait tout ce qu'elle comprenait de sa place dans le monde et de sa position si loin au-dessus d'elle. « Vous faites erreur, » parvint-elle à murmurer, sa voix à peine audible au-dessus des accents étouffés de la musique qui filtrait à travers les murs. « Je ne suis personne, rien qui devrait concerner un homme de votre rang. » Son expression changea légèrement, quelque chose qui aurait pu être de l'amusement ou de la tendresse, ou peut-être les deux, traversant ses traits, et il fit un autre pas en avant jusqu'à ce que l'espace entre eux se soit réduit à quelque chose qui semblait à la fois dangereux et inévitable. « Je ne présumerai pas de connaître vos raisons, » dit-il doucement, sa voix portant une chaleur qui semblait l'envelopper dans le couloir froid, et Clara sentit quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine, car son ton ne contenait aucune condescendance ni moquerie, seulement un intérêt sincère, qui la terrifiait plus que le mépris n'aurait jamais pu le faire. « Voulez-vous me dire votre nom ?» La question était simple, directe, mais elle semblait incroyablement intime, comme si en prononçant son nom, elle abandonnait quelque chose de précieux et de non protégé au jugement d'un homme qui existait dans un monde si éloigné du sien qu'ils auraient aussi bien pu être sur des continents différents. Elle secoua la tête, incapable de former des mots, et vit quelque chose vaciller dans son expression. Non pas de la déception, mais plutôt une détermination patiente qui suggérait qu'il était habitué à mener des négociations difficiles. « Alors, me direz-vous au moins pourquoi vous venez à la galerie? Pourquoi vous vous asseyez à la même place à chaque représentation ?»
Pourquoi vous regardez la scène avec une absorption si complète que le reste du monde semble disparaître? Le souffle de Clara se coupa, car ces questions révélaient la profondeur de son observation, prouvaient qu'il n'avait pas seulement remarqué sa présence, mais avait étudié ses habitudes avec la même intensité qu'elle avait consacrée à l'observer. Et cette prise de conscience provoqua une vague de honte et d'émerveillement en elle, à parts égales. « Je viens pour la musique », murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus des sons étouffés du deuxième acte qui commençait derrière les murs. C'est tout. C'est la seule raison dont quiconque devrait avoir besoin. Ses lèvres se courbèrent légèrement, pas tout à fait un sourire, mais quelque chose de plus doux, et il fit un autre petit pas en avant jusqu'à ce qu'elle puisse voir les fines rides au coin de ses yeux, l'ombre d'une barbe du soir le long de sa mâchoire, des détails qu'elle n'avait jamais pu discerner depuis son point de vue lointain dans la galerie. « Je vous observe depuis des mois, » dit-il, et la confession la traversa comme un éclair. « J'ai observé la façon dont vous vous penchez en avant pendant les arias, la façon dont vos mains bougent légèrement comme si vous dirigiez, la façon dont vous fermez les yeux pendant les passages les plus beaux, comme si vous essayiez d'absorber la musique dans votre âme même. Vous n'êtes pas comme les autres qui viennent ici, ceux qui assistent pour être vus, plutôt que pour voir, et je me rends compte que je ne peux cesser de penser à quel genre de femme aime l'opéra, avec une telle dévotion qu'elle grimpe aux plus hautes places semaine après semaine, peu importe le temps ou les circonstances. » Clara sentit des larmes lui piquer les yeux, car ces mots la décrivaient plus précisément qu'elle ne s'était jamais décrite elle-même, voyant au cœur même de ce que l'opéra signifiait pour elle, et le fait qu'il l'ait remarqué, qu'il se soit soucié assez pour le remarquer, était presque plus qu'elle ne pouvait supporter. « Vous ne me connaissez pas, » parvint-elle à dire, sa voix se brisant légèrement. « Vous ne pouvez absolument pas comprendre qui je suis ou quelles limitations régissent ma vie. » Son expression changea, devenant plus sérieuse, plus intense, et quand il parla à nouveau, sa voix portait une conviction absolue qui ne laissait aucune place au doute. Clara était assise dans la salle du matin, où la pâle lumière du soleil de novembre filtrait à travers des fenêtres qui avaient besoin d'être lavées, illuminant des grains de poussière qui dansaient dans l'air comme de minuscules esprits, tandis que son petit déjeuner intact refroidissait sur l'assiette devant elle, et que sa mère l'observait avec une inquiétude croissante de l'autre côté de la petite table, où la théière trônait entre elles comme un témoin silencieux de la distraction de sa fille. Le sommeil avait été impossible après son retour à la maison la veille au soir, son esprit rejouant chaque mot qu'Alexandre avait prononcé dans ce couloir sombre, chaque nuance de son expression, l'intensité de ses yeux bleus qui semblaient voir à travers toutes ses défenses prudentes jusqu'à quelque chose qu'elle-même ne savait pas exister en elle. Et maintenant, à la lumière franche du matin, elle ne pouvait décider si ce qui s'était passé était le début de quelque chose de miraculeux ou simplement un prélude à une déception dévastatrice. Les jumelles d'opéra reposaient sur la table à côté de son assiette, le laiton captant la lumière du soleil et projetant de petites réflexions sur le mur, et elle se surprit à les fixer comme si elle détenait les réponses à des questions qu'elle ne pouvait pas tout à fait formuler. Ces instruments qui lui avaient permis de l'observer à une distance de sécurité pendant 3 ans, semblant maintenant presque complices d'un crime qu'elle avait commis sans en comprendre pleinement la nature. Margaret posa sa tasse avec un léger clic qui attira l'attention de Clara, et le visage de sa mère portait cette expression d'inquiétude patiente qui était devenue de plus en plus fréquente au cours des dernières semaines, le regard d'une femme qui sentait que sa fille gardait des secrets, mais qui l'aimait trop pour exiger une confession sans invitation. « Tu n'as pas dormi ?» dit doucement Margaret, et ce n'était pas tout à fait une question, mais plutôt une observation offerte avec l'espoir qu'elle pourrait ouvrir une porte à la confidence. Clara sentit sa gorge se serrer, car la vérité était bien trop compliquée,
et trop fragile pour être dite à voix haute, trop précieuse et trop terrifiante pour être exposée à la lumière pratique du jour, et pourtant le fardeau de la porter seule devenait insupportable d'une manière qui faisait mal à sa poitrine sous le poids d'une émotion inexprimée. « Je suis allée à l'opéra hier soir », s'entendit-elle dire, les mots sortant avant qu'elle n'ait décidé de les prononcer, et elle vit l'expression de sa mère passer de l'inquiétude à la confusion, car elles savaient toutes deux les contraintes financières qui avaient soi-disant mis fin à la fréquentation de l'opéra par Clara des semaines auparavant. Les mains de Margaret s'immobilisèrent sur sa tasse, et ses yeux scrutèrent le visage de sa fille avec une intensité qui rappela à Clara à quel point sa mère était perspicace sous son extérieur doux, à quel point peu de choses lui échappaient malgré les meilleurs efforts de dissimulation de Clara. « J'y suis allée régulièrement », continua Clara. Sa voix à peine au-dessus d'un murmure, la confession jaillissant maintenant qu'elle avait commencé. « J'ai utilisé l'argent de mon petit héritage, celui que Père m'a laissé spécifiquement, et je sais que c'était égoïste et peu pratique, mais l'opéra était la seule chose qui rendait la vie supportable, le seul endroit où je pouvais oublier pendant quelques heures que je suis un fardeau et une déception et une femme dont les meilleures années sont passées sans qu'on s'en aperçoive. » L'expression de Margaret s'adoucit en quelque chose qui ressemblait à la fois à de la tristesse et à de la compréhension, mais avant qu'elle ne puisse parler, Clara se précipita, car si elle s'arrêtait maintenant, elle ne trouverait jamais le courage de continuer. Et la nuit dernière, il s'est passé quelque chose que je ne peux ni expliquer ni comprendre. Quelque chose qui semble impossible à la lumière du matin, mais qui semblait terrifiant de réalisme sur le moment. La semaine qui suivit la confession de Clara à sa mère se passa dans une étrange suspension du temps, où chaque jour semblait à la fois interminable et précipité, rempli d'une anticipation agitée qui rendait les tâches ordinaires impossibles à accomplir, tandis que les heures s'évanouissaient sans explication. Et quand le 26 novembre arriva, Clara se retrouva debout devant le petit miroir de sa chambre, portant sa plus belle robe qui était encore modeste à tous égards, un modèle simple en bordeaux profonde qu'Emily l'avait aidé à retoucher des années auparavant et qui semblait maintenant à la fois trop simple pour l'occasion et pourtant plus élégante que tout ce qu'elle avait porté à l'opéra auparavant. Le châle emprunté à Emily drapé sur ses épaules en douce laine crème, ajoutant une touche de raffinement qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. L'opéra semblait plus bondé que d'habitude à son arrivée, la galerie remplie de spectateurs curieux qui étaient clairement venus autant pour assister au spectacle continu de la mystérieuse recherche du duc que pour entendre la Traviata. Et Clara sentit leurs yeux sur elle, alors qu'elle se dirigeait vers son siège habituel au 3e rang sur le côté gauche, sentit le poids de l'observation qui lui avait autrefois appartenu seule, maintenant inversée et multipliée, la transformant d'observatrice invisible en interprète involontaire d'un drame qu'elle n'avait jamais eu l'intention de créer. Elle avait assisté à chaque représentation cette semaine-là, comme elle l'avait promis à Alexander dans ce couloir sombre, avait senti son regard sur elle chaque soir depuis sa loge solitaire, avait croisé ses yeux à travers le vaste espace du théâtre avec un mélange de terreur et d'émerveillement qui faisait battre son cœur et trembler ses mains sur les jumelles d'opéra en laiton qui étaient devenues à la fois talismans et témoins de cette transformation impossible de sa situation. Le premier acte se déroula comme d'habitude, bien que Clara ait eu du mal à se concentrer sur la musique qui consommait normalement toute son attention, sa conscience fragmentée entre la scène et la loge où Alexander était assis, avec cette même intensité patiente qu'elle avait observée chez lui pendant 3 ans, et quand l'entracte arriva, elle resta assise tandis que d'autres se levaient, s'étiraient et bavardaient autour d'elle, incertaine si elle devait bouger ou rester, s'il s'approcherait ou se contenterait de regarder comme il l'avait fait toute la semaine. Elle le vit se lever de sa loge avec une intention délibérée, le vit sortir dans le couloir, et son souffle se coupa, car il ne viendrait sûrement pas à la galerie, ne ferait pas un geste aussi public dans un espace bondé de témoins,
dont les langues porteraient chaque détail de cette rencontre dans toute la société londonienne, avant le lever du jour. La foule autour d'elle sembla sentir quelque chose d'imminent, leur bavardage s'apaisant en murmures d'attente, alors que le duc de Thornhill apparaissait à l'entrée de la galerie. Sa haute silhouette élégante, en tenue de soirée, qui parlait d'une richesse et d'une position si loin au-dessus de sa propre condition que la distance aurait dû être infranchissable. Et pourtant, il se déplaça à travers la foule avec une concentration unique qui ne permettait aucun obstacle jusqu'à ce qu'il se tienne devant son siège où elle était assise, figée, les jumelles d'opéra serrées dans ses mains comme un bouclier contre l'impossibilité. « Mademoiselle Pemberton » dit-il doucement, et l'utilisation de son nom qu'elle lui avait finalement donné lors de leur dernier bref échange provoqua un choc dans son système, car l'entendre prononcer de sa voix rendait tout soudainement et terrifiamment réel. « Puis-je avoir l'honneur de votre compagnie pendant l'entracte » Et c'était formulé comme une question, mais sa main tendue et l'intensité de son regard suggéraient qu'il n'accepterait aucun refus, pas maintenant, pas avec tout Londres qui regardait. Clara se retrouva aidée à monter dans la voiture d'Alexander avec un soin qui suggérait qu'elle était quelque chose de précieux plutôt que la vieille fille quelconque qu'elle avait toujours cru être, et alors que la porte se fermait derrière eux, créant un espace intime éclairé uniquement par les lanternes oscillantes de la voiture, elle devint parfaitement consciente de l'inconvenance de cette situation. Une femme non mariée seule, avec un homme dans l'obscurité confinée, tandis que les rues de Londres défilaient à l'extérieur. Pourtant, le frisson de la transgression était submergé par une terreur plus profonde que cette conversation ne brise d'une manière ou d'une autre la magie fragile des dernières semaines et ne la ramène à la réalité grise de son existence antérieure. Alexander s'installa en face d'elle, plutôt qu'à côté d'elle, une considération pour les convenances qu'elle trouva à la fois rassurante et décevante, et dans la lumière vacillante, son visage arborait une expression de contentement tranquille qui le faisait paraître moins le duc distant qu'elle avait observé à travers des jumelles d'opéra, et plus un homme de chair et de sentiments sincères. « Parlez-moi de vous, mademoiselle Pemberton, » dit-il doucement, alors que la voiture s'ébranlait, et la simple demande semblait incroyablement vaste, car comment pouvait-elle expliquer la petite vie circonscrite qu'elle avait menée, la lente construction des possibilités qui avait marqué son passage de jeune fille pleine d'espoir à femme résignée. Elle se mit à parler d'une voix hésitante au début, de son père qui avait été un gentleman aux moyens modestes, avec un amour passionné pour l'opéra, qui l'avait emmené à des représentations dès l'âge de 8 ans et lui avait appris à entendre la précision mathématique sous l'émotion fulgurante, qui était mort il y a 5 ans, les laissant avec juste assez pour maintenir les apparences, mais pas assez pour vraiment soutenir leur ancienne position, même dans les cercles modestes qu'ils avaient autrefois habités. Alexander écoutait avec une intensité qui lui donnait l'impression que chaque mot comptait, posant des questions qui révélaient un intérêt sincère plutôt qu'une simple politesse. Et peu à peu, elle se mit à parler plus librement de la musique elle-même, de ses observations sur les techniques des différents chanteurs et de ses théories sur les raisons pour lesquelles certaines performances émouvaient le public tandis que d'autres le laissaient froid. « Je vous ai remarqué » dit-il après qu'elle eut parlé pendant peut-être 10 minutes sans pause, parce que vous regardiez la scène avec une absorption si complète qu'il était clair que vous entendiez réellement quelque chose que le reste d'entre nous manquait, et je me suis surpris à vous regarder pour comprendre ce que vous viviez. Car ma propre fréquentation de l'opéra était devenue simplement habituelle plutôt que significative. L'aveu l'a surpris, car elle avait supposé que son attention avait été captée par quelque chose dans son apparence ou ses manières plutôt que par la qualité de son écoute, et elle le regarda avec une nouvelle curiosité, alors que la voiture tournait dans son quartier, où les maisons devenaient plus miteuses, et les lampadaires moins nombreux. « Vous veniez seul, » continua-t-il, toujours à la même place, arrivant toujours juste au moment où les lumières s'éteignaient et partant pendant les derniers applaudissements,
Et il y avait quelque chose dans cette dévotion solitaire que j'ai reconnu parce que j'ai moi aussi passé des années à être seul dans des pièces bondées, remplissant des obligations tout en me sentant totalement déconnecté de la performance de la vie sociale qui se déroulait autour de moi. La voiture ralentit devant son immeuble, qui semblait encore plus humble que d'habitude, en contraste avec le bel équipage qui se tenait maintenant devant, et Clara sentit la honte lui monter à la gorge, car sûrement maintenant il verrait toute l'étendue de la distance qui les séparait et reconnaîtrait l'impossibilité de quelque lien qu'il imaginait pouvoir forger. Mais Alexandre jeta simplement un coup d'œil à l'immeuble, avec la même expression neutre qu'il avait maintenue tout au long de leur conversation, puis reporta son regard sur son visage avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Puis-je vous rendre visite officiellement, mademoiselle Pemberton ?» demanda-t-il. Et c'était une question qui portait un poids bien au-delà de ces simples mots, car ils comprenaient tous deux qu'ils demandaient la permission de commencer quelque chose que la société considérerait avec scandale et suspicion. Et Clara se surprit à hocher la tête avant que la sagesse ou la prudence ne puissent intervenir, car l'alternative de retourner à une obscurité invisible semblait soudainement insupportable maintenant qu'elle avait entrevu une autre possibilité. La semaine qui suivit cette promenade en voiture se passa dans une étrange suspension onirique, où Clara se retrouva à exister dans deux mondes simultanément, la réalité grise familière de sa modeste maison et de ses circonstances contraintes courant parallèlement à une existence alternative impossible où un duc avait demandé la permission de lui rendre visite officiellement. Et le 3 décembre, lorsque l'après-midi convenu arriva, elle se trouva dans un état de préparation anxieuse que sa mère observa avec un mélange d'inquiétude et d'espoir prudent qui avait caractérisé le comportement de Margaret depuis que Clara avait finalement confessé toute la séquence improbable d'événements qui s'étaient déroulés au cours des dernières semaines. Leur petit salon avait été nettoyé avec un soin inhabituel, les modestes meubles disposés au mieux, bien qu'aucun arrangement ne puisse dissimuler la tapisserie usée ou les rideaux délavés qui parlaient avec éloquence de leur fortune déclinante, et Clara avait disposé leur service à thé avec des mains qui tremblaient légèrement, car elle comprenait que cette visite représentait le premier véritable aperçu d'Alexander de la réalité matérielle de sa situation plutôt que de l'obscurité romantique des théâtres sombres et des promenades en voiture nocturne. La pluie qui avait commencé ce matin-là continuait en un tambourinement régulier contre les fenêtres, rendant l'après-midi prématurément gris et rendant leur petit feu nécessaire, à la fois pour la chaleur et la lumière, et quand on frappa enfin à précisément 3 heures, Clara sentit son cœur s'accélérer avec une telle force qu'elle pensa que sa mère devait sûrement l'entendre de l'autre côté de la pièce. Alexander entra dans leur humble espace, avec une aisance qui suggérait qu'il ne trouvait rien de gênant dans le contraste entre sa richesse évidente et leur pauvreté distinguée, sa haute silhouette s'intégrant d'une manière ou d'une autre naturellement dans leur petit salon, alors qu'il s'inclinait devant Margaret avec un respect qui adoucit immédiatement sa méfiance maternelle protectrice, et Clara regarda sa mère l'évaluer avec l'attention sagace d'une femme dont la vie lui avait appris à juger le caractère sous les apparences. La conversation qui suivit révéla le don particulier d'Alexander pour un intérêt sincère envers les autres, ses questions sur l'histoire de Margaret et l'enfance de Clara faisant émerger des histoires qui rendaient leur petite vie digne d'attention, plutôt que d'explications apologétiques, et Clara observa avec un émerveillement croissant sa mère se détendre progressivement dans une discussion animée sur la passion de son défunt mari pour l'opéra et la musique, désignant les étagères où sa collection de livres d'opéra et de partitions résidait toujours en place d'honneur malgré leurs circonstances réduites. Alexander se leva pour examiner les volumes, avec une attention qui ne pouvait être feinte, prenant un exemplaire particulièrement usé d'un livret de Don Giovanni et notant avec plaisir les annotations étendues de la main de son père qui analysait les passages musicaux et les structures dramatiques,
Et le fait qu'ils reconnaissent l'intelligence et l'érudition dans ces marginalia sembla toucher Margaret d'une manière que les courtoisies formelles n'auraient pu atteindre. Quand Alexander invita Clara à assister à l'opéra avec lui la semaine suivante depuis sa loge privée, plutôt que la galerie où ils avaient d'abord établi leur connexion particulière, ce fut Margaret qui répondit que Clara serait honorée d'accepter avant que sa fille ne puisse formuler une réponse. Et quelque chose dans l'intervention décisive de sa mère suggérait qu'elle avait fait sa propre évaluation de ce prétendant improbable et l'avait trouvé digne de confiance malgré la vaste distance sociale qui séparait leurs positions. Alors qu'Alexander se préparait à partir après la durée socialement appropriée pour une visite formelle, il s'arrêta à la porte et mentionna avec une nonchalance étudiée qu'il avait pris la liberté d'établir un crédit pour leur famille à la billetterie de l'opéra. Un geste qu'il espérait qu'elle ne trouverait pas présomptueux, mais qui leur permettrait à toutes deux d'assister à des représentations quand elles le souhaiteraient, indépendamment de son propre emploi du temps, et avant que Clara ne puisse protester contre cette générosité extraordinaire, Margaret accepta avec une dignité qui suggérait qu'elle comprenait que le cadeau était offert non pas comme une charité, mais comme une reconnaissance de leur dévotion, partagée à la forme d'art qui les avait tous réunis. La soirée du 10 décembre arriva avec une clarté froide qui faisait briller les lampes à gaz de l'opéra d'un éclat particulier, et Clara se retrouva à monter le grand escalier vers l'étage des loges privées, plutôt que de gravir les étroits escaliers de service menant à la galerie, accompagnée par Alexander, dont la présence stable à ses côtés semblait à la fois protectrice et exposante, alors qu'ils traversaient des couloirs où des membres de la société élégamment vêtus se tournaient pour les observer avec des expressions allant de la curiosité à une hostilité à peine dissimulée. Entrer dans la loge privée d'Alexander, c'était comme entrer dans un monde différent du point de vue distant qu'elle avait occupé pendant 3 ans. La scène soudainement intime et accessible plutôt qu'éloignée, les riches tissus des meubles de la loge parlant d'un luxe qu'elle n'avait qu'entreaperçu de loin, et elle devint parfaitement consciente que de cette position proéminente, elle n'était plus une observatrice invisible, mais plutôt un spectacle elle-même, soumise à l'examen de centaines d'yeux qu'elle pouvait sentir sur elle avant même que la représentation ne commence. Emily arriva quelques instants plus tard avec son mari, son visage illuminé de joie face à ce développement, embrassant Clara avec une chaleur qui offrit un soulagement momentané du poids de l'attention hostile, et peu après, Lord Philip Ashford les rejoignit, son évaluation de Clara rapide mais apparemment favorable, alors qu'il s'inclinait sur sa main avec un sourire sincère qui suggérait qu'Alexander avait bien choisi ses confidents. La représentation de cette soirée était « Le Barbier de Séville », une comédie dont la légèreté semblait presque ironiquement incongrue avec la tension que Clara sentait rayonner des loges environnantes, et pendant le premier entr'acte, quand Alexander s'excusa brièvement pour parler avec le directeur du théâtre, elle prit conscience de l'approche délibérée de Lady Catherine Westbrook, l'expression de la femme plus âgée gravée de lignes de mécontentement aristocratique alors qu'elle s'arrêtait à l'entrée de la loge. Le regard de Lady Westbrook balaya Clara avec le genre d'évaluation dédaigneuse réservée aux marchandises inférieures, et quand elle parla, c'était ostensiblement à Emily, mais clairement destiné à l'oreille de Clara, remarquant d'une voix calculée pour porter qu'il était remarquable. Comment certains individus prenaient l'attention charitable d'un duc pour une considération sincère, et combien il serait regrettable que de tels malentendus entraînent un embarras public pour toutes les personnes impliquées. La pique était si délibérée et cruelle que Clara sentit le sang quitter son visage, et elle regarda plusieurs autres femmes de la société qui s'étaient approchées de la loge se détourner dans une démonstration coordonnée d'exclusion sociale, leurs éventails s'ouvrant brusquement pour faciliter des commentaires chuchotés qui n'avaient besoin d'aucune confirmation auditive pour communiquer leur nature méprisante. Alexander revint et trouva l'atmosphère de la loge transformée, son regard rapide embrassant le calme blême de Clara
et la présence persistante de Lady Westbrook, et sans hésitation, il se plaça à côté de la chaise de Clara et posa délibérément sa main sur la sienne, là où elle reposait sur le bras du fauteuil, un geste de revendication publique qui ne pouvait être mal interprété par quiconque observait. « Lady Westbrook, dit-il avec une froideur que Clara n'avait jamais entendue dans sa voix, j'espère que vous offriez vos félicitations à Mademoiselle Pemberton pour sa gentillesse à accepter mes attentions, car j'ai clairement fait savoir à quiconque s'en est enquise que je me considère extraordinairement chanceux d'avoir obtenu sa considération. » Les mots étaient polis dans la forme, mais absolus dans le fond. Une déclaration qui ne laissait aucune place au malentendu sur le sérieux de ses intentions, et Clara sentit son cœur se raffermir alors même qu'elle voyait l'expression de Lady Westbrook passer de la condescendance au calcul, la femme plus âgée, réévaluant la situation avant de se retirer avec un sourire crispé qui promettait que cette confrontation n'était que reportée et non terminée. La semaine qui suivit la soirée à l'opéra apporta une cascade de conséquences que Clara avait anticipées, mais dont l'intensité menaçait néanmoins de submerger son fragile espoir, alors que des lettres anonymes commencèrent à arriver à leur modeste demeure, avec des messages si cruels dans leur évaluation de sa présomption et de sa valeur qu'elle se surprit à les cacher à sa mère, dont l'inquiétude s'était déjà transformée en une anxiété visible face à la tempête sociale dans laquelle elles étaient involontairement entrées. La vengeance de la société pour la déclaration publique d'Alexander prit des formes à la fois subtiles et manifestes. Des commerçants qui se souvenaient soudainement de ne pas avoir de disponibilité lorsque Clara s'enquérait de service, aux anciennes connaissances qui traversaient la rue pour éviter de la saluer. Et le poids cumulé de cette exclusion coordonnée pesait sur son esprit avec une force qui lui faisait se demander si une connexion, aussi sincère soit-elle, pouvait justifier d'exposer Alexander à la désapprobation et aux dommages potentiels que sa présence dans sa vie semblait garantir. Margaret avait rapporté que Lady Westbrook elle-même s'était présentée à leur domicile à une heure tôt où elle savait Clara absente, ostensiblement pour offrir des conseils mais en réalité pour suggérer avec une clarté pointue qu'une femme de vrai caractère reconnaîtrait quand son implication avec un gentleman de rang supérieur créait plus de mal que de bien, et bien que sa mère ait défendu Clara avec une loyauté maternelle féroce. La visite avait planté des graines de doute qui prirent racine dans un sol déjà préparé par l'intériorisation de toute une vie de sa propre inadéquation. L'après-midi du 17 décembre, Clara se retrouva à attendre dans le jardin d'hiver, où Alexander lui avait demandé de la rencontrer, le jour froid correspondant à son frisson intérieur, alors qu'elle répétait les mots qu'elle avait décidé de prononcer, la libération qu'elle lui offrirait de toute obligation qu'il pourrait ressentir envers une femme dont la présence ne lui apportait que des complications sociales et dont le milieu ne pourrait jamais vraiment compléter sa position, quelle que soit l'attraction temporaire qu'il ait pu concevoir. Alexander arriva avec une expression qui suggérait qu'il avait anticipé ses intentions. Sa mâchoire serrée, avec une détermination qu'elle avait appris à reconnaître comme indicative de sa formation diplomatique, où l'opposition renforçait plutôt qu'elle n'affaiblissait la résolution, et quand elle commença son discours soigneusement préparé sur la façon dont elle ne pouvait en bonne conscience continuer une relation qui lui causait tant de difficultés, il l'interrompit avec une intensité qui figea ses mots avant qu'ils ne puissent se former complètement. Il parla alors de ses années de service diplomatique où il avait existé dans un état d'isolement perpétuel, entouré de gens qui voulaient accéder à son titre et à son influence, mais ne se souciaient en rien de l'homme sous ses désignations externes, décrivit la profonde solitude d'être constamment observé, mais jamais vraiment vu, et révéla qu'en 3 ans de fréquentation de l'opéra, il l'avait remarqué précisément parce que son attention semblait concentrée non pas sur sa position, mais sur quelque chose de plus essentiel qu'elle percevait d'une manière ou d'une autre à travers la distance qui séparait leurs sièges. « Clara, dit-il avec une crudité qui dépouillait toute manière courtoise formelle,
J'ai passé toute ma vie d'adulte à être apprécié pour tout sauf pour qui je suis réellement. Et puis j'ai découvert une femme qui m'observait sans savoir que je l'observais en retour, dont le visage reflétait une émotion sincère, en réponse à une musique que nous aimions tous les deux, qui me voyait moi plutôt que mon titre, parce que depuis la galerie, mon titre était invisible, et seul l'homme restait. Ses mains cherchèrent les siennes, avec une douceur qui communiquait néanmoins une certitude absolue. Leurs doigts s'entrelaçant avec une intimité qui transcendait les frontières formelles qu'ils avaient précédemment maintenues. Et à ce moment de connexion, Clara comprit que son isolement et le sien, bien que nés de circonstances très différentes, avaient créé une compréhension partagée de ce que signifiait exister sans être vu, et qu'en se reconnaissant l'un l'autre, ils avaient trouvé quelque chose que l'approbation de la société ne pouvait ni accorder ni retirer. La veille de Noël arriva avec une douceur inhabituelle pour Londres en hiver. La neige tombant en doux rideaux qui étouffaient la cacophonie habituelle de la ville et créaient une atmosphère d'attente feutrée qui semblait à Clara entièrement appropriée pour la soirée qui confirmerait soit le rêve impossible que sa vie était devenue, soit le révélerait comme une illusion temporaire destinée à se dissoudre sous le poids du retour de la réalité. Alexander l'avait invité dans sa maison de ville avec une formalité dans la demande écrite qui suggérait une importance au-delà de leurs rencontres habituelles, et en entrant dans son bureau privé, elle se retrouva dans une pièce qui parlait de l'homme qu'elle avait appris à connaître, plutôt que du duc que la société voyait, avec des livres tapissant les murs dans un désordre confortable et un feu brûlant dans l'âtre qui projetait des ombres dansantes sur des meubles choisis pour le confort plutôt que pour l'apparat. Il se leva à son entrée avec une expression qui contenait à la fois de la détermination et de la vulnérabilité. Et elle comprit avant qu'il ne parle que ce moment portait des conséquences qui définiraient le reste de son existence d'une manière ou d'une autre, son cœur battant avec une telle force qu'elle était certaine qu'il devait l'entendre à travers l'espace qui les séparait. « Clara », commença-t-il, puis sembla abandonner le discours prudent qu'il avait préparé, traversant la pièce jusqu'à elle avec des mouvements qui communiquaient une urgence à peine contenue par les manières que sa position exigeait. Et quand il prit ses deux mains dans les siennes, elle sentit le tremblement dans ses doigts qui révélait que son sang-froid était durement acquis plutôt que naturel. J'ai passé ce dernier mois à essayer de trouver des mots adéquats pour ce que je ressens, dit-il. Mais chaque phrase que je construis semble insuffisante pour transmettre la transformation que vous avez créée dans ma vie simplement en me voyant, alors que j'avais commencé à croire que j'étais invisible pour tout le monde, sauf en tant que titre et fortune à poursuivre. Il l'attira vers le feu et elle le suivit sans résistance, bien que son esprit s'emballe avec des mesures égales d'espoir et d'incrédulité, et quand il relâcha une main pour chercher dans la poche de son gilet, elle sentit le temps ralentir comme si l'univers lui-même retenait son souffle en attendant la suite. La bague qu'il retira était simple malgré la valeur évidente du saphir en son centre, une pierre du bleu profond du ciel du soir qui captait la lumière du feu et la retenait, et il croisa son regard avec une intensité qui dépouillait toute prétention en disant « Celle-ci appartenait à ma mère qui l'a portée pendant 40 ans de mariage avec un homme qui l'appréciait pour elle-même plutôt que pour ses relations, et je ne peux imaginer de symbole plus approprié de ce que j'espère vous offrir si vous consentez à devenir ma femme. » Clara sentit les larmes couler malgré sa tentative de sang-froid, les mots qu'elle ne s'était jamais permis d'imaginer. Entendre résonnant maintenant dans l'air chaud entre eux, et quand elle essaya de parler, sa voix sortit brisée par l'émotion alors qu'elle disait « Je ne comprends pas comment cela est possible. Comment vous pourriez vouloir quelqu'un comme moi, alors que vous pourriez avoir n'importe qui ?» Alexandre mit la bague de côté un instant pour encadrer son visage de ses deux mains, avec une douceur qui communiquait néanmoins une certitude absolue, et sa réponse vint avec l'intensité patiente qu'elle avait appris à reconnaître comme caractéristique de ses convictions les plus profondes.
Je vous veux précisément, parce que vous êtes vous, dit-il. Parce qu'en 3 ans à m'observer, vous n'avez pas vu ce que je pouvais fournir, mais qui je suis réellement. Parce que votre passion pour la beauté et la musique reflète la mienne. Parce que votre dignité face à la cruauté de la société révèle une force de caractère que j'admire au-delà de toute mesure, et parce que lorsque j'imagine mon avenir, la seule version qui ait un attrait est celle avec vous à mes côtés. Elle hocha alors la tête, incapable de former des mots, et il récupéra la bague et la glissa à son doigt avec des mains qui s'étaient raffermies maintenant que la question cruciale avait été posée. Et quand il l'attira dans ses bras et l'embrassa avec une tendresse qui s'approfondit progressivement en passion, elle comprit que la distance entre la galerie et la loge avait été comblée pour toujours et qu'elle était enfin vraiment vue. Le 15 mars arriva avec la chaleur timide du début du printemps. Un jour où Londres semblait se défaire de l'emprise de l'hiver et émerger dans une lumière plus douce qui parut à Clara comme une bénédiction sur la transformation que sa vie avait subie au cours des 4 mois depuis qu'Alexander avait glissé la bague en saphir de sa mère à son doigt et l'avait revendiquée comme sienne devant la société et le ciel. L'église où ils avaient choisi de se marier n'était ni la plus grande ni la plus à la mode, mais plutôt la petite paroisse où son père avait été enterré 5 ans plus tôt. Un choix qui avait surpris les membres de la société, qui s'attendaient à ce que le duc affirme son statut par une magnificence architecturale, mais qui avait communiqué à Clara qu'Alexander comprenait que le plus important était l'union de leur vie réelle, plutôt que la performance d'un spectacle pour des observateurs dont les opinions n'avaient aucun poids dans ses considérations. Elle se tenait maintenant dans le petit vestibule avec sa mère, dont les larmes coulaient régulièrement depuis l'aube, les mains de Margaret tremblant, alors qu'elle ajustait le voile qui avait été son propre voile de mariée 35 ans plus tôt, et que Clara portait comme un lien tangible avec l'amour que ses parents avaient partagé et qui lui avait donné un modèle pour reconnaître une dévotion sincère quand Alexander la lui offrit, malgré toutes les preuves que la société fournissait, qu'une telle reconnaissance était invraisemblable. Emily se tenait à ses côtés comme demoiselle d'honneur, portant une robe d'un rose tendre qui complétait la soie crème de la robe de mariée de Clara, un vêtement dont l'élégante simplicité avait été choisie par Clara elle-même, plutôt que les options plus élaborées que la richesse d'Alexander aurait pu facilement fournir, et la présence d'Emily représentait l'amitié qui avait soutenu Clara pendant des années d'invisibilité sociale, et lui avait donné le courage d'assister à cette représentation de novembre où tout avait changé. À travers les portes de l'église, Clara pouvait entendre le murmure des invités assemblés, un rassemblement qui incluait Philippe, qui serait le témoin d'Alexander, et dont l'amitié s'était avérée aussi loyale que celle d'Emily. Mais aussi des membres de la société qui avaient traité Clara avec une cruauté dédaigneuse, quelques mois auparavant seulement, et qui arrivaient maintenant avec des sourires qui ne parvenaient pas à dissimuler les calculs derrière leurs attitudes changées, bien que Lady Westbrook ait notablement décliné son invitation dans un dernier geste de désapprobation qui ne dérangeait aucunement Clara. La musique commença, et Margaret serra la main de sa fille avec une fierté maternelle féroce avant de la laisser descendre une allée bordée de fleurs de fin d'hiver. Et alors que Clara avançait, elle vit Alexander qui attendait à l'autel avec une expression de paix et de certitude si complète que sa propre nervosité se dissolut dans la simple joie de se diriger vers l'homme qui l'avait vu quand elle se croyait invisible. La cérémonie elle-même se passa dans un flou de mots sacrés et de promesses échangées, la voix d'Alexander Stable alors qu'il lui engageait sa vie et sa propre voix étonnamment claire alors qu'elle offrait le même engagement en retour, et quand le clergyman les déclara mariés et qu'Alexander souleva son voile pour l'embrasser en tant que sa femme, elle entendit la respiration collective des témoins assemblés qui comprenaient qu'ils observaient non seulement une alliance sociale, mais un véritable mariage d'amour qui défiait toutes les conventions de leur monde. Alors qu'ils redescendaient l'allée ensemble, Clara aperçut par la fenêtre est de l'église l'opéra visible au loin,
et elle pensa à la jeune fille qui s'était assise dans la galerie en observant un duc solitaire et n'imaginant jamais que la distance entre leurs mondes pourrait être franchie. Et elle ressentit de la gratitude pour chaque moment de solitude qui l'avait préparé à reconnaître l'amour quand il l'avait enfin trouvé. Septembre arriva en 1825 avec la lumière dorée du début de l'automne qui transformait Londres en quelque chose de plus doux que ses contours habituels, et Clara se tenait dans la loge privée de l'opéra, qui lui était devenue aussi familière que son propre salon, au cours des 18 mois depuis qu'elle était devenue la duchesse de Thornhill. Regardant la scène avec une appréciation approfondie par la connaissance qu'elle n'aurait plus jamais à compter les pièces pour déterminer si la beauté était abordable ou à rationner son accès à la musique, qui nourrissait son âme aussi sûrement que le pain soutenait son corps. À côté d'elle était assis Alexander avec leur fille en bas âge endormie contre son épaule, la petite Margaret, nommée d'après la mère de Clara, qui avait vécu juste assez longtemps pour tenir sa petite fille et murmurer sa gratitude que Clara ait trouvé un amour digne de l'exemple que ses parents avaient fourni avant de s'éteindre paisiblement dans son sommeil 3 mois plus tôt. L'opéra de ce soir était La Clémence de Titus, la même production qui avait été jouée ce soir d'octobre près de 2 ans auparavant. Lorsque Clara était montée à son siège de la galerie, sans jamais imaginer que le duc solitaire qu'elle observait à travers les vieilles jumelles d'opéra de son père remarquerait son existence, et encore moins la poursuivrait avec une détermination qui avait scandalisé la société et transformé leurs 2 vies en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient osé espérer possible dans leur solitude séparée. Le regard de Clara dériva vers le haut, vers la galerie où une jeune femme était assise au 3e rang sur le côté gauche, le même siège que Clara avait occupé pendant 3 ans, et elle reconnut dans l'expression absorbée de la femme et sa robe soigneusement raccommodée les circonstances qui avaient été les siennes, et elle sentit la main d'Alexander couvrir la sienne, alors qu'il remarquait la direction de son attention et comprenait sans mots l'émotion que cette vue créait. Après la représentation, il chercherait cette jeune femme, comme c'était devenu leur habitude chaque fois que Clara repérait quelqu'un dont la situation reflétait son ancien état. Et Alexander organiserait discrètement un abonnement pour la saison, tandis que Clara offrirait son amitié sans condescendance. Et ensemble, ils s'assureraient que la beauté reste accessible à ceux que la société jugeait indignes de tels plaisirs. Une petite rébellion contre la cruauté qu'ils avaient tous 2 subie de différentes manières. Lady Westbrook avait entièrement quitté la société londonienne après qu'un scandale impliquant sa propre famille lui ait enlevé sa position d'arbitre des convenances. Et Clara n'avait ressenti aucun triomphe à la chute de la femme, mais plutôt une triste reconnaissance que ceux qui manient la cruauté avec le plus d'enthousiasme sont souvent ceux qui craignent le plus leur propre vulnérabilité au jugement. Philip et Emily étaient devenus non seulement des alliés, mais de véritables amis, dont les enfants jouaient avec la petite Margaret, et dont la présence dans leur vie représentait la famille qu'ils avaient construite par affection, plutôt que par obligation. Et les 4 avaient créé un petit cercle qui valorisait la substance plutôt que l'apparence et la gentillesse plutôt que le statut. Alors que les dernières notes de l'opéra s'estompaient et que le public commençait ses applaudissements, Clara regarda son mari tenant leur fille endormie et pensa à la jeune fille qu'elle avait été, qui s'était crue invisible et indigne d'amour. Et elle comprit que les plus grandes transformations commencent souvent par le simple fait d'être vraiment vue par quelqu'un qui regarde au-delà de la surface pour reconnaître la valeur qui a toujours été présente, n'attendant que d'être reconnue. Si vous vous êtes senti invisible dans votre propre vie, si vous avez cru que vos circonstances définissent votre valeur, ou que les limitations que les autres perçoivent en vous représentent la vérité réelle plutôt que leur manque de vision, sachez que votre histoire n'est pas terminée et que la reconnaissance peut arriver de la direction la plus inattendue, au moment où vous l'anticipez le moins, mais où vous avez le plus besoin de sa validation.